Bonsoir à tous, bienvenue dans cette belle salle du W. Ce soir, on renoue avec la tradition. C'est le retour de la grande soirée Entreprises élues. C'est une initiative de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Alors, je vais demander au président Roland Roth de bien vouloir gagner le pupitre pour un petit mot d'introduction. Voilà, Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le président du Conseil régional Grand Est, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, vice-présidents, conseillers municipaux et conseillers communautaires, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise et vos collaborateurs, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous saluer collectivement et vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour cette rencontre qui se veut avant tout conviviale dans le cadre du W qui nous a une nouvelle fois été mise à disposition par Sonia, Madame la maire où elle est, ici, voilà, merci beaucoup. C'est toujours avec bonheur et enthousiasme que j'interviens devant vous à l'occasion de notre soirée Entreprises élues, car lorsque je suis amené à parler de développement économique, il n'y a jamais de la place pour la lassitude, mais uniquement à l'enthousiasme et à la volonté d'aller toujours de l'avant. Cette année, la joie de vous retrouver est décuplée, car nous nous retrouvons après 4 années d'interruption liées tout d'abord à la crise sanitaire, puis à la volonté de réaliser des économies lors de la flambée des coûts énergétiques. Si nous n'avons pas pu nous retrouver à l'occasion de ce moment symbolique, nous n'en avons pas pour autant coupé le lien qui unit la communauté d'agglomération et les entreprises de son territoire. Ainsi, avec l'ensemble de mes collègues élus de la communauté d'agglo, nous essayons, comme depuis 30 ans, de nous inscrire dans une dynamique comparable à celle qui guide les chefs d'entreprise, à savoir celle qui nous conduit à anticiper et à nous projeter sans cesse vers l'avenir. C'est pourquoi nous sommes pleinement investis dans l'action au profit de l'accompagnement des acteurs économiques du territoire et dans la préparation d'un avenir porteur d'essor des activités et de l'emploi. Je tiens donc à rappeler ce soir que nous sommes à votre disposition pour vous écouter, vous soutenir et vous aider au mieux dans vos problèmes du quotidien ou pour faciliter la concrétisation de vos projets de création ou de développement d'entreprise. Je souhaite préciser aussi que la communauté d'agglomération s'intéresse à tous les projets économiques, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Vous pourrez d'ailleurs le constater lors des films d'actualité qui vous seront présentés ce soir. Si les projets majeurs sont souvent mis davantage sous la lumière du fait de leur important effet structurant pour notre territoire, nous sommes aussi attentifs aux
plus petits projets qui sont essentiels au maillage économique de notre agglomération. Nous savons aussi que certains de ces projets, qui prennent d'ailleurs parfois naissance au sein de notre pépinière d'entreprise, deviennent par la suite de belles PME dynamiques et reconnues pour leur excellence. N'hésitez pas à nous solliciter si nous ne pouvons pas résoudre directement votre problème. Nous ferons en sorte de jouer un rôle de facilitateur, soit auprès des services de l'État, soit auprès des autres collectivités partenaires du développement économique. Pour ce retour de la soirée Entreprises élues, vous noterez également que nous avons choisi un nouveau format. En effet, même si nous avons pu assister à des interventions d'orateurs de qualité sur des thématiques économiques diverses, nous avons choisi de nous recentrer sur l'actualité économique locale, en mettant davantage en avant les projets de vos entreprises et surtout en donnant la parole à des dirigeants locaux, dans un premier temps lors d'une table ronde et dans un second temps lors d'échanges avec la salle. Je remercie donc par avance tous les chefs d'entreprise et les élus qui ont accepté de participer activement à la réussite de cette soirée. Je tiens enfin à effectuer des remerciements particuliers. En effet, lors de la table ronde et en conclusion de cette soirée, vous aurez le plaisir et le privilège d'entendre l'intervention de M. Franck Leroy, président du Conseil régional Grand Est, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir et que je remercie encore pour sa grande réactivité dans le cadre du dossier Holosulis. Le Conseil régional est le chef de file du développement économique. Aussi pourra-t-il vous exposer sa vision d'avenir pour notre région, ainsi que les engagements de la collectivité qu'il préside en faveur du soutien aux entreprises. Sur notre territoire où industrie, artisanat, commerce et services sont très développés, je sais que son intervention ne manquera pas de retenir votre attention. En espérant que cette soirée vous sera agréable, je vous remercie pour votre attention. On m'a validé 5 minutes, je crois que... bon, je ne sais pas si j'ai dépassé un peu, mais enfin, bon, je ne suis pas loin. Je m'arrêterai donc là. Julia. C'est vous le président. Merci en tout cas. Merci pour cette introduction. Effectivement, je vous laisse regagner votre siège au premier rang, mais provisoirement, puisque vous allez revenir dans quelques minutes pour participer à cette fameuse table ronde que vous venez d'évoquer. Mais on va d'abord écouter le député Vincent Settlinger. Le pupitre est à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président du Conseil régional, cher Franck, Madame la sénatrice, chère Catherine, Monsieur le Président de la communauté d'agglomération, cher Roland, Monsieur le maire de Sarreguemines et premier vice-président de la CASC, cher Marc, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, maires, vice-présidents de la CASC, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise et collaborateurs. Je voudrais d'abord féliciter le Président Roland Roth d'avoir organisé ce soir une nouvelle fois cette belle soirée élus, chefs d'entreprise. Pourquoi ? Parce que vous avez toutes et tous des agendas extrêmement chargés, vous avez des vies extrêmement compliquées
Et il faut le dire que depuis quelques années, avec cette accélération du temps, avec ces changements législatifs constants, avec cette incertitude internationale, avec le prix du pétrole qui a augmenté, avec ces conflits internationaux, que ce soit l'Ukraine ou bien encore l'Arménie ou maintenant Israël, vous avez des emplois du temps chargés. Vous êtes un peu multicasquette, puisque vous êtes à la fois DRH, à la fois directeur financier, à la fois vous devez être bon en marketing, vous devez être stratégique. Et donc pour toutes ces raisons-là, vous n'avez pas forcément le temps de réfléchir, vous n'avez pas forcément le temps de vous poser, vous n'avez pas forcément le temps de vous rencontrer entre vous. Et donc ce soir, grâce à cette belle initiative de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, grâce à cette initiative du président Roth et des vice-présidents, vous avez le temps d'échanger entre vous. Et je crois que c'est vraiment superbe. Je crois qu'en plus, j'ai un collaborateur parisien qui aime bien l'expression d'économie Tinder. Tinder, vous le savez tous, c'est cette application de rencontre. Alors vous allez me dire pourquoi je parle de cette application Tinder, parce que sur cette application, on rencontre des jeunes femmes, des jeunes hommes du secteur. Et bien c'est un peu pareil pour le monde d'entreprise. C'est toujours plus facile de rencontrer des entreprises de notre secteur, du pays de Sarreguemines, plutôt que de faire affaire à des entreprises qui sont situées à l'autre bout du monde. Je crois que Roland l'a bien dit, chaque emploi compte et on peut être d'autant plus fier ce soir de recevoir le président du Conseil régional Grand Est, Franck Leroy. Je dis souvent en plaisantant, je pense que Franck doit avoir plusieurs hologrammes parce qu'il est le matin à Épernay ou à Reims, il est à midi à Strasbourg et encore le soir au fin fond de la Meuse ou du Pays de Bitche. Donc le fait que tu sois là, cher Franck, ça montre l'importance que tu attaches à ce beau territoire de Sarreguemines, ce territoire qui est aujourd'hui extrêmement dynamique, ça a été dit, avec ces différents projets, notamment le projet Holosolis, parce que grâce à vous, grâce à cet engagement des élus et des chefs d'entreprise, aujourd'hui, on peut être fier d'être certainement, peut-être pas le territoire, mais l'un des territoires les plus dynamiques au niveau de la région Grand Est et même au niveau français, parce que figurez-vous que lorsque le projet Holosolis a été lancé il y a maintenant quelques mois, je peux vous dire que bon nombre de collègues députés, de collègues sénateurs, Catherine, tu me confirmeras ça également, étaient extrêmement jaloux que cette belle entreprise ait choisi le pays de Sarreguemines pour s'implanter et n'ait pas choisi un autre territoire en France ou en Europe. Alors merci à toutes et à tous et passez encore une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Settlinger, pour cette introduction. Alors, je vais demander maintenant au président de la communauté d'agglo, Roland Roth, de revenir sur scène, puisqu'on va passer à la table ronde, à laquelle participe aussi le président de la région Grand Est, Franck Leroy, ainsi que Marc Zingraf, premier vice-président de la communauté d'agglomération et conseiller régional. Et puis, du côté des entreprises, Holosolis, représenté par son président Jean-Jacob Baumvickers, ainsi que Continental, représenté par son directeur financier John Mockery, et Sarplast Industrie, représenté par son PDG Christian Guindon, qui nous font tous le plaisir de participer à cette table ronde. Vous allez pouvoir partager votre point de vue et votre retour d'expérience. Et puis j'en profite aussi, on vous l'a dit, il va y avoir un échange avec la salle, donc à l'issue de cette table ronde. Donc n'hésitez pas, entre-temps, si vous avez des questions, à les noter pour ne pas les oublier. Alors, le développement économique, c'est le fer de lance de l'agglo. Au cours de cette table ronde, on va parler de soutien financier, d'accompagnement des entreprises, de développement, de services. Mais la première étape, c'est évidemment d'attirer de nouvelles entreprises. Et dans ce domaine, Roland Roth, j'ai l'impression que vous avez un petit peu adopté la devise des scouts. Toujours prêt ? Oui, effectivement. Bon, c'est une devise qui me va bien, qui me convient effectivement, et qui illustre bien aussi la politique que souhaite mener la communauté d'agglomération dans le cadre du développement économique. De manière plus simplifiée, on pourrait
dire que nous avons comme habitude, donc c'est un peu une stratégie aussi, de réaliser les parcelles d'accueil pour les industriels avant même que nous n'ayons quelqu'un qui s'installe, enfin quelqu'un d'identifié pour s'installer sur ces parcelles. C'est une pratique peut-être un peu inhabituelle, mais qui porte, semble-t-il, ses fruits. On parlait de clé en main, eh bien nous sommes dans cette stratégie actuellement, et nous l'étions déjà il y a une trentaine d'années sous forme de district. C'est déjà à ce moment-là que nous nous sommes penchés sur cette problématique. Alors, une telle pratique a aussi, je dirais, des inconvénients. Donc, il y a un risque, bien entendu, puisqu'on pourrait se trouver face à une absence totale de candidature. Ça peut arriver. Ce n'est pas arrivé encore, tant mieux, mais ce risque existe. Et puis, il y a un inconvénient aussi. L'inconvénient, c'est que la collectivité est obligée de préfinancer les travaux sur ces parcelles, et ce sont des coûts relativement importants. Donc, ce préfinancement n'est peut-être pas à la portée de toutes les collectivités. Donc, ce choix-là est fait aujourd'hui, et nous ne le regrettons pas. Nous ne le regrettons pas. Donc, nous sommes prêts, effectivement, toujours, pour accueillir un industriel. Nous n'avons pas forcément toujours les espaces de la taille voulue, même si nous voyons grand, avec la possibilité de fractionner les espaces, ce qui est une autre solution, mais ça se passe relativement bien. Donc j'ai conscience que c'est une particularité en matière de démarche. Simplement une petite anecdote que j'ai racontée hier à Metz. J'étais au début des années 90, j'étais vice-président du district, avant que nous ne soyons communauté d'agglomération, chargé du développement économique, entre autres. Et je me souviens de l'une de mes réunions de commission où j'essayais de convaincre mes collègues de faire les premiers travaux de plateformage, donc de terrassement sur le site de l'Europol. La discussion était sans fin, avec les craintes qu'on peut comprendre. Qu'est-ce qui se passe si nous investissons et qu'il n'y a pas de candidature? Finalement, j'ai réussi à les convaincre. Nous avons fait ce qu'il fallait, et quelques temps après, la Smart s'est installée sur ce site. Donc, une expérience que je n'oublierai pas. Aujourd'hui, nous investissons, ou nous avons investi au-delà de 100 millions d'euros sur ces deux zones d'activité, ce qui est énorme. Mais rassurez-vous, nous avons déjà récupéré une très grande partie de ce montant, alors qu'à l'époque, il s'agissait d'investir exactement 4,5 millions de francs. Donc, vous voyez le différentiel. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais alors, effectivement, ça a été une stratégie mise en place depuis très longtemps. Vous le disiez déjà à l'époque du district. La question, elle est plutôt, est-ce que cette stratégie sera encore possible à l'avenir? Et là, je crois que seul le président de la région Grand Est est en mesure de répondre, parce qu'avec les nouvelles lois, est-ce que le SRADET, donc le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, va aller à l'encontre de l'artificialisation des sols? Est-ce que la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence va encore être en mesure de viabiliser comme ça des parcelles en avance, avant même qu'une entreprise ne se montre intéressée?
Oui, sans aucun doute. La vraie difficulté que nous avons néanmoins, et c'est une préoccupation qu'ont aujourd'hui tous les pays européens, c'est la maîtrise de l'artificialisation des sols. C'est-à-dire que, je voudrais d'ailleurs déjà saluer toutes les personnes présentes dans la salle, pardon d'avoir pas commencé mon propos par ces salutations, vous dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous, remercier Roland pour son invitation. Mais je veux dire par là que ça a réussi ici à Sarreguemines, il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas demain. La vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est notre rapport au sol, d'une manière générale. Pourquoi ? Parce que nos sols sont les sols qu'on artificialise, c'est-à-dire qu'on urbanise, pour employer un terme un peu plus compréhensible, ce sont des sols qui, pour l'essentiel, sont des sols agricoles. Et qui plus est, des sols qui sont souvent extrêmement fertiles, puisqu'historiquement, si les villes se sont installées sur un certain nombre de territoires, c'est parce qu'elles avaient une capacité de production alimentaire à proximité de ces lieux. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Le premier défi, c'est le défi alimentaire. Nous avons de plus en plus d'habitants sur la Terre et nous savons que les rendements agricoles ont tendance à baisser. Ils baissent pour deux raisons. Un, le réchauffement climatique. Le manque d'eau, notamment, fait baisser les rendements, les sécheresses, les canicules. Et deuxièmement, la diminution des intrants, c'est-à-dire des engrais, souhaités par le consommateur, fait baisser les rendements. Donc, si on continue d'utiliser autant de sols qu'on en consomme, quand on consomme 100 hectares aujourd'hui, 85 hectares consommés sont des espaces agricoles. Si on continue chaque année, et ce pendant des dizaines d'années, on aura une vraie difficulté qui sera une perte d'indépendance alimentaire. Cette question se pose en France, elle se pose dans tous les pays d'Europe, voire sans doute du monde un jour ou l'autre. La deuxième question, c'est que ces sols, ils ont également une dimension écologique importante. Ces sols, ils servent à stocker le carbone que nous produisons, le carbone qui est produit par nos cycles de vie et de production, va dans les océans, va dans les forêts, va dans les sols. Alors, on doit réduire évidemment notre empreinte carbone collectivement, mais comme on sait qu'en 2050, on continuera de produire du carbone, il faut conserver une capacité de stockage de ce carbone, faute de quoi la température de la planète continuera de monter et on n'arrivera pas à endiguer ou à ralentir ces catastrophes. Je suis originaire du Pas-de-Calais. Dans l'entreprise de mon frère, en ce moment, il y a 1 mètre d'eau. C'est une imprimerie. Vous imaginez le lien entre le papier et l'imprimerie. Et il doit subir en ce moment même sa 3e crue en une semaine. C'est-à-dire qu'à nouveau, après que les entreprises soient venues pour nettoyer l'entreprise, à nouveau l'entreprise a 1 mètre d'eau. Tout ça peut arriver demain, ici, chez vous. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais je veux dire par là que les phénomènes climatiques que nous connaissons deviennent de plus en plus violents, de plus en plus extrêmes, vers des chaleurs, vers des sécheresses, mais aussi vers des précipitations absolument terribles. Donc les sols sont une garantie extrêmement importante aussi parce qu'ils permettent à l'eau de s'infiltrer là où l'urbanisation ne permet pas à l'eau de s'infiltrer. Donc nous devons avoir en tête cet élément nouveau, ça fait partie des exigences de la transition écologique, mais pour autant, on doit conserver une capacité d'accueil des entreprises. Ce qu'il faut simplement, c'est peut-être être un peu plus rationnel. On a consommé par le passé, j'allais dire partout en France, quelle que soit la taille des communes, quelle que soit la dynamique des territoires, on a consommé énormément d'espace parce qu'on avait la conviction qu'on avait en France un grand pays, ce qui est vrai, en tout cas plus grand que le Danemark, la Hollande et d'autres, et qu'on pouvait se permettre de s'étaler. Sauf que quand on s'étale, un jour ou l'autre, on est contraint, et pour le coup, les rapports du GIEC sont absolument catégoriques en la matière, et personne ne peut contester cette réalité du réchauffement climatique et du dérèglement climatique. Donc ce qu'il va nous falloir apprendre, c'est de combiner développement économique et respect écologique. Je ne suis pas du tout dans la décroissance, je ne fais pas partie non plus de ces élus. Il y en a quelques-uns qui font la politique de l'autruche en disant le réchauffement climatique, c'est n'importe quoi, ça n'a jamais existé, ou ça revient de manière cyclique tous les milliers d'années. Ce n'est pas vrai. L'influence qu'a pu avoir l'homme sur la transformation du climat est avérée et démontrée par tous. Ce qu'il faut maintenant, c'est agir avec discernement. Et on observe par exemple qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises et des grosses entreprises industrielles, sous l'impact de la crise, notamment crise énergétique, ont tendance à compacter leurs entreprises. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait tendance tous à s'étaler. Quand une entreprise avait besoin de 10 hectares, elle en achetait 15. C'était légitime. Aujourd'hui, quand je vois Stellantis qui vend 50 hectares à Mulhouse, sur 300 hectares vend 50 hectares, quand je vois à Batilly, en Meurthe-et-Moselle, Renault
considérait qu'à partir de ces 16 hectares d'entrepôt, 12 sont aujourd'hui suffisants en produisant autant de véhicules. Ça veut dire que les techniques de compactage existent dans les entreprises. On a également 18 000 hectares de friches dans notre région. Des friches sont des terrains qui sont déjà artificialisés. Alors, j'ai conscience que c'est plus difficile et plus coûteux de transformer un hectare de friche en terrain à vocation économique qu'un hectare agricole. Et c'est là qu'on doit aller chercher des moyens publics, des moyens européens, des moyens d'État, des moyens régionaux, pour remettre sur le marché ces 18 000 hectares qui sont aujourd'hui perdus. Ça fait partie des mesures que nous devons prendre pour éviter cette catastrophe qui consisterait à dire, ben voilà, il faut ralentir le rythme d'artificialisation, donc on ne fait plus de développement économique. C'est totalement aberrant. Donc à nous de faire preuve d'intelligence, à nous de mieux connaître notre foncier, à nous d'aller chercher les friches, à nous peut-être de revoir avec les entreprises. En tout cas, certaines d'entre elles ont parfois des systèmes d'entreposage à l'horizontale qui coûtent beaucoup de surface, alors qu'il existe aujourd'hui des systèmes d'entreposage ou de stockage à la verticale qui sont beaucoup plus économes en espace. Si chacun fait un petit pas en avant en la matière, on peut arriver à résoudre le problème et à rendre l'économie compatible avec les exigences de l'écologie. Donc il y aura encore beaucoup de dialogue. Les liens sont forts entre la communauté d'agglo et les entreprises du territoire. Alors on va en parler tout au long de cette table ronde. Mais je voudrais d'abord qu'on revienne en images sur ce qui a été réalisé en 2023 par l'agglo. Depuis toujours, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence s'engage aux côtés des entreprises pour les aider dans leur développement. L'agglo s'est engagée en 2023 à restaurer les signalétiques de jalonnement sur l'ensemble des zones industrielles, artisanales et commerciales du périmètre communautaire. Au total, 64 panneaux ont été posés et 191 entreprises ont été indiquées. L'agglo aménage et entretient régulièrement ces zones pour mettre à disposition des futurs acquéreurs des parcelles prêtes à l'emploi. Sur le parc d'activités de Wouswiller, des travaux de terrassement ont été engagés pour commercialiser 9,5 hectares supplémentaires dans les mois à venir. À Ambars, sur l'Europole, l'aménagement s'est poursuivi avec les terrassements de la tranche 4 sur une surface de 11,58 hectares, dont 5,6 commercialisables. Les travaux ont représenté un investissement total d'1 230 966 €. En parallèle, les études pour l'aménagement de la phase 3 ont avancé, les fouilles archéologiques préventives auront lieu fin 2023 et les premiers travaux de terrassement sont prévus pour le printemps 2024. Dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques du site Ineos Polymère à Sarralbe, des mesures foncières ont été engagées. 11 propriétés sont concernées par le délaissement ou l'expropriation sur les communes de Villorval et Sarralbe pour plus d'1,4 million €. Des mesures de réduction de la vulnérabilité ont également été prises. Près de 300 habitations de riverains exposées au risque PPRT Ineos sont accompagnées pour réaliser des travaux de renforcement de leur logement. En plus, un dispositif exceptionnel a été mis en place pour soutenir les entreprises situées dans le périmètre du PPRT, car la loi ne prévoit pas de les accompagner. Avec près de 12 000 actifs, l'impact des transports quotidiens est un véritable enjeu environnemental. L'agglo a donc mis en place avec Klaxit une application mobile de mise en relation de ses travailleurs qui peuvent ainsi covoiturer. Les déplacements à vélo sont aussi encouragés avec l'aménagement et la sécurisation de plus de 200 km de pistes cyclables. L'agglomération Sarreguemines-Confluence soutient aussi ses producteurs. Dans le cadre du projet alimentaire territorial des Vosges du Nord, elle est engagée dans la structuration d'une offre de produits en circuit court. Depuis plus de 10 ans, en octobre, le grand marché des producteurs locaux séduit la population. En 2023, une seconde formule de ce marché a été créée, une édition supplémentaire au printemps qui prend place directement dans les communes de l'agglo. En mai, c'était à Blischfeien. Pour satisfaire les besoins des jeunes générations et soutenir l'accès à la pratique sportive pour tous, un grand complexe multisport, le Bliss Park, est en train de naître en plein cœur de Sarreguemines. Il offrira d'ici 2024 un espace de 6 000 m² aux établissements scolaires et aux associations sportives du territoire.
Le territoire communautaire accueille environ 1200 étudiants. Compétence majeure de son champ d'action, l'enseignement supérieur et l'accès à la formation est une préoccupation primordiale de l'agglo. Elle facilite la création de nouvelles filières pour correspondre aux besoins des entreprises en termes d'emploi. Elle attribue aussi des subventions, met à disposition du personnel, construit, rénove les bâtiments et soutient les projets méritants. Exemple avec la construction en ce moment même du nouvel institut de formation en soins infirmiers. Il se situe à proximité directe de l'hôpital Robert Pax, sur l'ancien parking du personnel. Cette décision a été prise grâce à une maîtrise d'ouvrage portée par la communauté d'agglomération dans le cadre d'une convention avec l'hôpital. Le bâtiment aura une surface de 2100 m² avec 2 salles plénières, des salles dédiées aux travaux pratiques, des salles de réunion, des bureaux et des locaux administratifs. Le projet s'élève à environ 5 millions d'euros, dont 3 600 000 de subventions de la région Grand Est. Enfin, l'agglo prend en compte l'aspect transfrontalier, indissociable du territoire et qui constitue son ADN. Pour permettre aux travailleurs frontaliers un meilleur confort de vie, une première crèche transfrontalière a ouvert ses portes à la rentrée 2023. Fruit d'un partenariat financier entre la Casques et la ville de Sarrebruck, elle peut accueillir 11 enfants de l'agglo. À travers ses nombreux domaines de compétences, l'agglo impulse et facilite les initiatives qui renforcent l'attractivité du territoire pour ses entreprises actuelles et futures et pour ses habitants. Alors on vient de le voir, les axes sont très variés, ils sont le résultat de choix politiques. Roland Roth, ça ne doit pas toujours être facile de déterminer les priorités. Vous avez raison, ce n'est pas toujours facile, mais nous sommes en plein dans le rôle d'un élu. Et je pense que mes collègues qui sont dans la salle ce soir, comme moi, sont amenés régulièrement à prendre ce genre de décision, à fixer un ordre de priorité en suivant un fil conducteur qui est celui de l'intérêt du territoire et celui de la population. Donc c'est notre rôle. Alors si la Casques, par exemple, a décidé, puisque c'est aussi une priorité, si elle a décidé de mettre le développement économique en tête de ses activités, c'est qu'elle a estimé à un moment que c'est de cette manière-là qu'on prépare le mieux l'avenir du territoire. Nous avons aujourd'hui un besoin d'activité. Cette activité est productrice d'attractivité et je crois que ce sont des choix politiques qui, à un moment ou à un autre, sont payants. Toutes les actions que nous venons de voir dans ce petit film en profitent aujourd'hui, puisque avec ces ressources, nous facilitons la réalisation de ces projets, comme demain Holosolis participera également à ces différents financements. C'est pour ça que nous sommes ravis de les avoir avec nous et sur notre site, mais pas uniquement pour cela. Donc il y a beaucoup d'autres raisons, dont notamment la compétence et la sympathie des porteurs de projets qui nous plaît tout particulierne. Donc voilà, c'est difficile, mais il y a des choix à faire et c'est notre rôle. On va voir un petit peu ce qu'on en pense au niveau des entreprises. John Mokry, par exemple, quel est le regard que vous portez sur la stratégie économique de l'agglo et notamment en direction de l'entreprise continentale? Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier la communauté d'agglomération pour avoir invité Continental ce soir et particulièrement à cette table ronde. On l'a pu le voir sur la petite vidéo qui a été diffusée. Je pense que la Moselle-Est est une zone avec une forte entité industrielle. Et je pense aussi que la Casques, depuis longtemps, a compris l'importance de l'activité industrielle.
On peut le dire de différentes façons, mais on sait tous qu'un emploi industriel crée énormément d'emplois aussi indirects, que ce soit dans le domaine tertiaire ou dans le domaine des services. La communauté d'agglomération a su accompagner les industriels depuis longtemps. Tout à l'heure a été évoqué la SMART, accompagne aussi les acteurs qui sont encore présents. Continental en bénéficie, on pourra peut-être en parler un petit peu plus tard. D'autres acteurs de plus ou grande taille et plus récemment Holosolis sur le territoire. En termes de relations, la relation entre la communauté d'agglomération et Continental, c'est une relation qui dure depuis une quinzaine d'années, je dirais, avec le financement, l'accompagnement du financement de travaux, notamment en termes de plateformes logistiques et de capacité de stockage. Et c'est à ce titre que la communauté a créé également une structure, la SEML, initialement créée pour accompagner Continental et un autre industriel de la région. Et depuis, cette structure a accompagné de nombreux industriels dans leur développement local. Donc je voudrais profiter également de ce moment pour remercier la CASC pour leur soutien durant ces dernières années et j'espère également encore bénéficier de soutien dans les années à venir. Il est important d'accueillir de nouveaux acteurs économiques, mais il est aussi important de soutenir les acteurs économiques qui sont déjà ancrés sur le territoire. Je crois que le message est passé devant plein de témoins en plus. Christian Guindon, est-ce que vous aimeriez, vous, voir l'agglo développer d'autres services, par exemple, pour contribuer à l'attractivité du territoire? Est-ce que vous avez des besoins à exprimer? Alors, ce que je peux dire à mon niveau, c'est qu'on a de la chance d'être sur un territoire avec une CASC qui est aussi dynamique et qui va de l'avant, comme le disait le président Roth. Une des grandes stratégies de l'agglo, c'est d'anticiper et de prendre des risques en investissant. Et c'est ce que nous, au niveau des entreprises, on fait en permanence parce qu'on n'est jamais sûr du résultat. C'est un pari qu'on fait sur l'avenir. Et je trouve que, d'une part, on a beaucoup de chance. Et deuxièmement, il faut qu'on le fasse encore plus savoir en dehors de la Moselle et de la région Grand Est pour attirer des jeunes talents. Parce qu'on a besoin de compétences, a fortiori avec l'investissement qui va être fait très prochainement par Holosolis. L'autre rêve éventuellement que je caresse, ce serait de créer localement, avec le soutien de l'agglo, un fonds d'investissement local à parité entre des investisseurs privés, des dirigeants, des chefs d'entreprise, et puis des investisseurs publics qui prendraient des participations dans un certain nombre de projets qui verraient le jour sur le territoire. On a besoin sur le territoire de locomotives, de Holosolis, Ineos, Continental, mais on a aussi besoin d'un tissu de PME qui irrigue le territoire. Donc je pense que si j'ai un souhait à formuler, c'est celui-là ce soir. Une belle idée, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. On le sait, les territoires ne sont pas égaux, que ce soit en termes de ressources ou en termes d'investissement, et en particulier dans le développement économique. Alors en tant que président du Grand Est, Franck Leroy, quel est le regard que vous portez sur la stratégie de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence? Est-ce qu'ici c'est similaire à ce qui se fait globalement dans la région? En tout cas, si j'en juge par les commentaires des chefs d'entreprise présents, il y a une grande satisfaction à l'égard du travail de la CASC et ça ne me surprend pas vraiment pour avoir eu l'occasion de travailler avec Roland, avec Marc sur le dossier Holosolis. J'ai pu noter qu'ils avaient une vraie vision du développement économique, qu'ils avaient conscience d'avoir, à travers le foncier de l'agglomération, j'allais dire, un gisement extrêmement intéressant, qu'il ne fallait surtout pas le brader ou le vendre trop vite, notamment par petits morceaux, de peur que ce mitage, finalement, pénalise le territoire face à des projets qu'on devinait. C'est-à-dire que depuis quelques années, il faut le reconnaître, la France a retrouvé une certaine attractivité sur le plan économique et notamment sur le plan industriel, alors que pendant longtemps, on a considéré que l'industrie était un gros mot. On commence enfin à comprendre que l'industrie, c'est aussi une des solutions dans la transition écologique que nous devons engager. Et là, on a des élus qui ont eu, j'allais dire, ce flair, cette audace d'acheter des terrains très tôt, de prendre le risque de viabiliser ces terrains pour permettre des implantations économiques d'importance. Et on le sait aujourd'hui, et je ne pense pas que ce soit les dirigeants des entreprises qui sont autour de moi qui nous démentiront, que quand une entreprise cherche à s'implanter,
Et quand elle prend cette décision, elle a besoin d'aller vite. Et si effectivement il faut déboiser, s'il faut faire une étude faune-flore pendant 1 an, s'il faut faire une étude hydraulique, une étude loi sur l'eau, etc., et que vous dites au chef d'entreprise, bon, on a un superbe terrain pour vous, mais alors dans 2 ans et demi, 3 ans, pas avant. Qu'est-ce qu'il fait le chef d'entreprise? Il va ailleurs. Il n'est pas fou. Hein, il est souvent pressé par son investissement. Et donc ici, on a des acteurs économiques, parce que les élus sont aussi des acteurs économiques, alors différents des chefs d'entreprise, mais qui ont flairé qu'il y avait une attente de réactivité de la part des industriels, et qui ont pensé ce foncier, l'ont aménagé pour que, le jour venu, un acteur important, en l'occurrence sur le Solis, arrive. Et j'allais dire que ça aussi, c'est quelque chose d'assez admirable, parce que on a toujours à penser que les choses se font comme ça en claquant des doigts. Non, il faut savoir investir sur son territoire, anticiper, être audacieux, et en l'occurrence, les élus de la casque l'ont été. Et j'allais dire que les atouts de ce territoire, ils sont différents des atouts d'autres territoires. On l'a dit, ça a été dit dans la vidéo tout à l'heure, le transfrontalier est dans l'ADN de ce territoire. Quand on sait que la région Grand Est est la 2e région en France pour l'accueil d'investissements étrangers, la carte du transfrontalier est maîtresse. On a 750 km de frontières avec la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Et il va de soi que quand une entreprise vient s'installer dans le Grand Est, elle pense à la France, mais elle pense aussi à ce qu'il y a juste de l'autre côté de la frontière, à savoir des marchés européens qui sont absolument gigantesques. Et donc ici, savoir jouer ses atouts, bénéficier d'infrastructures de communication remarquables, bénéficier d'une écoute des élus locaux, du fait que sur un territoire comme celui-ci, et l'exemple de Le Solis l'a démontré, la casque, la région, les services de l'État ont parlé d'une même voix, se sont engagés à faciliter la mission de l'investisseur, et au bout du compte, le résultat est là. Donc je pense que avoir ce coup d'avance, avoir cette capacité à anticiper le développement économique, à penser le développement économique de demain, c'est sûrement l'une des clés de réussite, et c'est sûrement l'un des atouts de ce territoire. Et tout comme la communauté d'agglo, la région est compétente à la fois en matière de développement économique et de formation. Dans la vidéo, on a vu par exemple des images des travaux du nouvel IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. Marc Zingrave, c'est un vaste chantier, alors qui a été initié certes par l'agglo, mais qui est aussi très fortement soutenu par la région. Et puis au-delà de ça, il y a des gros besoins en formation pour les entreprises actuelles et futures du territoire. Oui, alors je crois qu'il faut déjà commencer par remercier là aussi tous ceux qui ont œuvré, notamment la région, pour qu'on puisse avoir sur nos territoires ce qui répond à la préoccupation essentielle des Français, qui est la santé. La santé sur les territoires, c'est aussi une piste qu'on soutient du point de vue de la communauté d'agglo, mais bien sûr, c'est une priorité également de la région. Évidemment, je serais incomplet en n'évoquant pas qu'il s'agit de travailler avec l'Allemagne également, et puis de répondre aux besoins de consolider ce qui relève de nos hôpitaux, de la médecine en ville également. C'est un gigantesque chantier aujourd'hui qui passe par la question de l'enseignement supérieur. Mais l'enseignement supérieur est surtout là pour répondre aux besoins des investisseurs. On en a parlé hier à l'occasion de l'Open à Metz, mais on en parle régulièrement. 1200 étudiants, c'est le résultat d'un vrai travail que la communauté d'agglomération a commencé en même temps, d'ailleurs, que son soutien au développement économique. L'un ne va pas sans l'autre, parce que la raison d'être de notre soutien à l'enseignement supérieur, c'est de fournir les forces vives qui permettent à notre territoire de travailler. À l'époque de la Smart, par exemple, Roland se souvient, eh bien, on avait pas mal d'ingénieurs qui arrivaient du tissu local, notamment des fameux ISFATES, dont le S final signifiait Sarreguemines au départ, on l'oublie quelquefois, mais on en a retrouvé un certain nombre de ces cadres-là dans nos entreprises au sommet. Et je crois qu'on est resté dans cette idée-là, c'est que notre territoire n'attend pas forcément des réponses d'un petit peu partout, mais on essaie de suggérer, de provoquer les réponses et les formations dont nous avons besoin. Et c'est ce qui nous attend pour servir la cause de Le Solis. Il y a différents paramètres. Il y a les réponses que Le Solis, en termes de formation, a déjà réfléchi, leurs partenaires habituels, j'allais dire à l'intérieur de ce qu'ils savent faire et de leur réseau. Il y a ensuite nos réseaux traditionnels. J'ai déjà discuté avec monsieur le recteur qu'on a vu avant à l'écran, avec l'inspecteur d'académie, tout ce qui maîtrise le lycée professionnel. Et puis l'université, bien sûr, les IUT, enfin l'IUT, on a un IUT de plein exercice à Sarreguemines qui sera également au service du projet. C'est une compétence de la région pour ce qui est de l'université, les lycées. Eh bien,
on a déjà, avec les uns et avec les autres, l'occasion d'aborder ce sujet. Et on sera prêt et on sera au service des projets des uns et des autres. Je terminerai simplement en disant qu'il faut réfléchir non seulement par rapport au projet dont nous venons de parler, mais bien globalement, parce que c'est l'ensemble du tissu des besoins des entreprises qui attendent de nous un effort en matière de formation, parce que la formation, c'est la meilleure manière d'attirer et de fidéliser ceux dont on a besoin après. Jean-Jacob Boom-Vickers, vous ne pouvez pas encore formuler de retour d'expérience concernant les services qui sont mis en place par l'Agglo, mais malgré tout, vous vous êtes renseigné, j'en suis sûre. Est-ce qu'ils ont contribué à vous faire choisir le site d'Ambar pour implanter votre Gigafactory? Alors, bonsoir. Oui, bien sûr. Ces sites tous ces services qui sont disponibles ici sont bien sûr extrêmement importants. Ne serait-ce que des questions simples comme des crèches, comme des pistes cyclables. On l'a vu lors des discours et de la concertation nationale qu'on a eu dans ce dernier mois. La population vraiment souhaite avoir cette capacité à se déplacer et à avoir accès à des crèches. Mais en plus de tous ces services, il y a également bien sûr les services dont on a parlé, les services de l'État, les services de la CASC, qui ont été absolument extraordinaires. Monsieur Leroy en parlait tout à l'heure par rapport au fait de l'unicité de la région, de ces terrains qui devaient être disponibles, et tout le travail qui a été fait par la CASC, cet investissement qui a été fait par eux, cette vision, c'est également un service au sens large, et il a été pour nous primordial pour notre décision de s'installer ici. Depuis le début de cette table ronde, on a beaucoup évoqué à demi-mot votre projet, mais comme on voulait en savoir plus, on est allé vous interviewer sur le site sur lequel sera construite la Gigafactory. Notre objectif, c'est de développer le photovoltaïque en France. Il faut dire que la France est en retard par rapport à d'autres pays d'Europe. On est un pays colossal et on installe 2 fois moins de photovoltaïque en France qu'aux Pays-Bas. Également 2 fois moins qu'en Pologne. Et donc c'est assez étonnant. Il y a énormément de potentiel et le gouvernement français va s'orienter vers développer plus de photovoltaïque parce que comme vous le savez, nos centrales nucléaires commencent à devenir un petit peu fatiguées et elles ne seront pas remplacées, même si on commençait aujourd'hui, avant 2035. Donc nous avons besoin d'un système de transition et le photovoltaïque est le seul produit énergétique que l'on peut installer à aussi grande échelle et aussi rapidement. Et l'objectif de l'Ausolis, c'est de monter sur ce site magnifique une gigafactory de panneaux et de cellules photovoltaïques d'une puissance de 5 gigawatts en 2027 lorsque l'usine sera totalement à pleine capacité. Cela représente 10 millions de panneaux photovoltaïques par an. Nous avons choisi ce site pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que nous avons reçu un accueil absolument phénoménal de la part de la CASC dans la région. Nous avons regardé 6 pays d'Europe, 40 sites, et c'était de loin le meilleur. Le site, en fin de compte, est unique. Vous avez ici un site qui est clé en main et qui est absolument unique en Europe. Toutes les personnes que nous avons rencontrées étaient toutes enthousiastes par rapport à l'arrivée de ce projet, par rapport aux emplois que cela va créer, par rapport également à la diversification du type d'emploi que l'on va apporter, parce que fabriquer une cellule photovoltaïque, c'est fabriquer un semi-conducteur. Donc pour une industrie ici qui a été très axée sur l'automobile, c'est vraiment diversifier les formations et c'est un plus pour la région. Alors Jean-Jacob Boom-Vickers, vous en êtes où de ce beau projet et est-ce qu'on est sûr qu'il verra le jour? Alors, on est sûr de pas grand-chose dans la vie, excepté, comme on dit aux États-Unis, les taxes et la mort. Mais oui, notre objectif, bien sûr, le projet avance très très bien, entre autres grâce au soutien de l'État, grâce au soutien de la CAS, grâce au soutien de la région. Nous avons pu bénéficier, et merci Madame la maire, de cette magnifique salle déjà à 2 reprises, l'une pour lancer le projet de la concertation CNDP que nous avons fait avec la population de la région et ensuite pour la réunion de clôture. Et cette concertation s'est extrêmement bien passée. La population est extrêmement accueillante, souhaite voir le projet se réaliser. Donc déjà avoir la population
avec nous est déjà une première chose qui est très importante et qui va, à mon avis, beaucoup contribuer à son succès. En ce qui concerne là où nous en sommes actuellement, nous travaillons beaucoup avec l'administration de la Moselle pour obtenir nos permis de construire. Donc c'est la prochaine étape après la concertation. Une fois que la concertation sera terminée, nous pourrons déposer nos permis de construire. Et notre objectif est que les permis de construire seront purgés d'ici la fin de l'été et que nous pourrons commencer la construction de l'usine en septembre de l'année prochaine, donc à la rentrée de l'année prochaine. Un calendrier serré. Alors je me tourne vers les autres chefs d'entreprise. En premier lieu, Christian Guindon, quel est le regard que vous portez sur ce projet Holosolis ? Écoutez, je trouve que c'est un projet absolument extraordinaire. C'est une chance incroyable pour tout le territoire, la Moselle-Est et même toute la région Grand Est, hein, puisque c'est un projet majeur. J'étais à la présentation hier, 1700 emplois créés, c'est incroyable. Et comme le disait John, on dit toujours un emploi industriel génère 5 emplois indirects. Donc ça va vraiment irriguer, rayonner sur tout le territoire et c'est vraiment formidable. Et en plus, on développe des compétences et des savoir-faire dans d'autres domaines que ceux qu'on maîtrisait jusqu'à présent. Donc c'est tout bénéfice pour le territoire. Et vous, John Mokry ? Encore une fois, je pense que l'implantation d'Holosolis ici montre l'attractivité et la compétence des personnes présentes dans la salle qui ont pu accompagner ce projet et qui accompagnent aussi d'autres entreprises. Bien sûr, aujourd'hui, Continental reste le plus gros employeur dans le milieu industriel de la région et on regarde avec vigilance l'arrivée d'Holosolis parce qu'il ne faudrait pas non plus que l'arrivée d'Holosolis vienne créer un déséquilibre dans le tissu économique local. Aujourd'hui, on a aussi un certain nombre d'élus dans cette salle et je pense qu'on peut faire peut-être un appel commun pour préparer l'arrivée d'Holosolis en créant les moyens pour attirer du monde dans la région, former du personnel et certaines régions ont déjà créé un certain nombre d'organismes. Par exemple, dans la région de Besançon, une école de production pour répondre justement aux besoins des acteurs économiques locaux. Peut-être pouvons-nous nous en inspirer aussi et justement dans le cadre de l'arrivée d'Holosolis, mais également pour les métiers qui sont déjà en tension dans la région, et je pense notamment aux métiers de la maintenance et de l'automatisme. Donc je fais un petit appel encore une fois aux élus pour accompagner les entreprises dans le cadre de la formation. Et ça pourrait être effectivement la suite du programme, puisque Roland Roth, les services de l'Agglo se sont déjà particulièrement mobilisés pour accompagner la venue d'Holosolis. Oui, je crois qu'en matière de mobilisation, vous pouvez vous imaginer que l'arrivée d'un projet comme Holosolis perturbe un peu le quotidien des services, c'est le moins qu'on puisse dire. Et un gros travail a déjà été réalisé, toujours en partenariat, bien entendu, avec l'équipe d'Holosolis. Nous avons travaillé en 2 phases, on peut voir ça comme ça au jour d'aujourd'hui. Donc la première phase entre le premier contact et la prise de décision, qui est une phase compliquée, puisque ça oblige les responsables de la communauté d'agglomération, sous la houlette d'Arnaud Maty, à répondre rapidement et de façon précise à un certain nombre de questions qui sont posées, je dirais, au quotidien, à certains moments. Donc un besoin urgent et important d'information en provenance de la communauté d'agglomération. Et en même temps, ces mêmes services sont obligés de mettre en avant les atouts de notre territoire, puisque nous avons envie de mettre le territoire en lumière pour que la décision, au final, aille dans le bon sens. C'est ce qui s'est passé et nous en sommes ravis, bien entendu. Et nous avons passé à la seconde phase, qui est une phase de préparation de la partie
construction et le passage par les formalités administratives comme la concertation publique qui vient de se terminer, qui s'est effectivement particulièrement bien passée et sur laquelle les services ont travaillé toujours en collaboration avec l'équipe Holosolis au cours de l'été pour préparer les dossiers qui ont été remis à la population. Donc tout un travail de fond qui a porté ses fruits. Donc je ne peux, de mon côté, que féliciter les services de la communauté d'agglomération pour l'énorme travail qui a été fait en partenariat avec Holosolis. Et Jean-Jacob Boom-Vickers, je suppose que cette mobilisation générale des services de la casque, ça a dû jouer au moment de décider du lieu d'implantation ? Oui, énormément. Alors, effectivement, je souhaite confirmer ce qu'a dit le président Roth. La mobilisation, d'une part, des équipes de la casque pour nous aider lors de toute la procédure de concertation nationale du débat public a été extraordinaire. Mais rien d'autre à dire que extraordinaire. Et je tiens à remercier également Monsieur Maty et toute son équipe qui ont vraiment fait un travail d'accompagnement et d'aide au jour le jour vraiment extraordinaire. Mais pour répondre plus précisément à votre question, notre décision de s'installer ici, comme je l'ai dit, on a impacté 6 pays d'Europe, 40 sites à travers 6 pays d'Europe. On n'a pas trouvé de site aussi bien que celui-ci et surtout avec autant de soutien, que ce soit au niveau de la casque, que ce soit au niveau de la région Grand Est et que ce soit au niveau de la France, au niveau gouvernemental à Paris. Donc ça a été vraiment crucial pour nous dans notre décision de prendre ce site. À nouveau, on a regardé l'Espagne, le Portugal, la Pologne, la Roumanie, l'Allemagne et la France. Et la notion d'avoir des sites clés en main, comme celui-ci ici, on en a parlé, est vraiment un aspect qui a été crucial. Mais son emplacement géographique, on est à une journée de camion de 85% de notre marché, mais surtout le soutien dans tout ce qui est les démarches administratives que l'on doit faire actuellement pour obtenir ces permis de construire. C'est différents pays par pays, et nous sommes réellement pris par la main, par la préfecture, par l'arrêt casque, pour passer toutes ces étapes. Et on espère les passer le plus rapidement possible. Et comme quoi c'est payant. De nombreux dispositifs existent pour accompagner les entreprises du territoire. Alors voici un aperçu en images de ce qui est déployé sur le territoire de la communauté d'Agglo. Dans le but de soutenir et pérenniser l'attractivité et le développement économique, la casque propose plusieurs dispositifs d'aide et d'accompagnement destinés aux entreprises. Elle est attribuée aux commerçants, artisans ou petites entreprises de moins de 20 salariés. Il s'agit d'une subvention plafonnée à 5 000 € pour les investissements. En cas de reprise d'entreprise en difficulté ou création d'un emploi, les demandeurs peuvent également bénéficier du financement d'un poste en CDI, CDD ou contrat d'apprentissage. Pour le dépôt de leur dossier, Espace Entreprise propose un accompagnement. Au total, 67 entreprises ont bénéficié d'une aide depuis 2019. Parmi elles, le coiffeur unique à Sarreguemines pour la création de 2 CDI, l'entreprise Fico Filtration pour un projet permettant la création de 4 emplois et la boulangerie Au Grain de Folie avec une subvention permettant la création de 2 emplois. Elle se présente sous la forme d'une enveloppe de 200 000 € divisée à moitié entre l'agglo et le département. Elle concerne les entreprises de 20 salariés maximum et vise à aider les investissements immobiliers tels que la construction de bâtiments, la réhabilitation ou encore l'ouverture de magasins. Pour l'agglo, cela représente 8 lettres d'intention et 4 dossiers soutenus en 2022. Pour 2023, 2 dossiers ont été votés pour un montant de 60 000 €. Porté par Espace Entreprise et la région Grand Est, il s'agit d'un collectif composé d'acteurs du développement économique. La CCI, la Casque, la ville de Sarreguemines, Moselle Attractivité, Pôle Emploi ou encore la mission locale. Et les missions sont nombreuses. Favoriser les échanges sur la création d'entreprises et le développement économique, travailler sur les besoins territoriaux, faire connaître les dispositifs d'accompagnement, encourager les créations et reprises d'entreprises, soutenir une promotion de créateurs et de repreneurs, et l'organisation d'événements thématiques.
En parallèle, le Créalab favorise l'accompagnement de ses entreprises membres avec l'attribution d'un parrain et l'organisation d'ateliers orientés vers la formation, l'échange et le partage. Cette plateforme d'initiative locale poursuit plusieurs objectifs. Soutenir et accompagner les porteurs de projets, créateurs ou repreneurs qui ne disposent pas de fonds propres ou de garanties nécessaires avec un prêt d'honneur sans intérêt d'un montant de 1 000 à 15 000 euros. Informer et animer à travers le club des entrepreneurs de Moselle-Est et de réunions trimestrielles où les créateurs tissent des liens et étoffent leur réseau. Enfin, aider et accompagner les projets de prêt d'honneur solidaire BPI et les pré-créations reprises BPI. Ce dispositif de la région Grand Est offre des aides financières aux entreprises qui souhaitent convertir leur flotte au gaz, à l'électrique ou à l'hydrogène. Pour bénéficier de cette aide, il faut se trouver sur un territoire couvert par une étude de conversion de flotte. Et c'est là que l'Agglo entre en jeu, puisqu'elle a décidé de réaliser et prendre financièrement en charge cette étude au courant de l'année 2023. Dès 2024, les entreprises de l'Agglo seront donc éligibles et pourront bénéficier de subventions régionales. Après avoir modernisé son réseau câblé pour les particuliers, l'Agglo a mené à bien le déploiement d'un réseau de fibres optiques adapté aux entreprises des zones d'activité du territoire. Avec le contrat d'exploitation technique et commerciale confié à Alsatis depuis 2011, le partenariat est renouvelé depuis début 2022 avec un catalogue de services maintenu et une baisse de 6% sur l'offre activée d'entrée de gamme. Depuis plus de 10 ans, l'Agglo investit dans la transition énergétique de son territoire. Cette dynamique tendue vers les énergies renouvelables propose des outils mis à disposition des entreprises afin qu'elles s'adaptent et restent compétitives d'un point de vue économique et environnemental. Alors Franck Leroy, on l'a vu dans cette vidéo, il y a notamment le dispositif de la région Grand Est, subvention mobilité faible émission, qui va pouvoir se déployer sur le territoire de l'Agglo. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres aides ou dispositifs dont pourraient bénéficier les entreprises du secteur ? Faites attention à ce que vous répondez, il y en a beaucoup dans la salle. Alors on aide déjà toutes les entreprises qui s'équipent de bornes électriques, par exemple, parce que bon nombre d'entre elles le font, parce que c'est aussi d'abord le moyen de verdir la flotte de l'entreprise, mais également de permettre souvent aux salariés de pouvoir recharger leur véhicule électrique, ce qui veut dire qu'eux aussi peuvent passer l'électrique. Or, on sait très bien que l'un des obstacles majeurs aujourd'hui pour passer à l'électrique, c'est le prix de la voiture, et c'est parfois aussi pour un certain nombre de personnes, quand ils vivent en collectif, de pouvoir charger son véhicule. Quand l'entreprise vous permet l'accès à l'électricité pour charger vos véhicules, vous arrivez à résoudre un problème chez les salariés qui, pour certains d'entre eux, savent très bien qu'en passant l'électrique, ils vont faire des économies importantes de coûts de carburant et donc participer à leur manière à la transition écologique. Et puis, ce qui a été évoqué dans le plan mobilité verte que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on est intimement persuadé qu'avec les nécessaires adaptation au changement climatique, avec la nécessité d'engager la transition écologique, il nous faut faire régresser les industries fossiles. Et pour ce faire, nous avons proposé à un certain nombre de territoires, sous forme d'un appel à projet, de réfléchir à l'échelle de leur territoire sur leurs besoins en matière d'énergie décarbonée, en matière de mobilité à faible émission. La CASC a répondu à cette étude, une étude qui était financée à 80% par la région, l'objectif étant de voir qui est intéressé à l'échelle d'un territoire par le fait de changer la motorisation des véhicules. Ça peut être des transporteurs, ça peut être la communauté d'agglomération, ça peut être des bennes ordures ménagères, ça peut être des cars, ça peut être bien d'autres utilisateurs, et en même temps d'examiner quel est le potentiel de production des territoires. Certains territoires ont un potentiel énergétique important à travers la présence d'énergie renouvelable en quantité, à travers des capacités de production d'hydrogène demain. L'idée, c'est d'essayer d'imaginer que dans certains territoires, on va avoir de plus en plus de besoins en termes de mobilité faible émission, et en même temps, on a sur ce même territoire la capacité de produire cette énergie renouvelable. Ça peut être, encore une fois, ça s'est fait sur un certain nombre de territoires dès maintenant, de la production d'hydrogène. Ça peut être effectivement de la production d'électricité à partir d'éoliennes, à partir de champs de panneaux photovoltaïques. Et si demain on arrive à accoupler
une dynamique autour de la production de zones d'énergie renouvelable, avec en même temps un besoin croissant en termes de mobilité à faible émission, on arrive à créer des écosystèmes locaux qui fonctionnent très bien. Donc ce sera le cas effectivement à la CASC, parce que la CASC a souhaité engager cette étude, ce qui du coup ouvre aux entreprises, ouvre aux transporteurs, ouvre à celles et ceux qui vont travailler régulièrement dans les zones à faible émission. Il n'y en a pas ici, mais qui dit qu'il n'y en aura pas un jour, compte tenu de l'évolution de la législation. En tout cas, ça permet d'ouvrir ce champ des possibles en matière d'aide. Roland Roth, parmi les différents dispositifs qui étaient évoqués dans cette vidéo, il y a notamment A2I et AMI 57, dont les dossiers sont instruits par Espace Entreprise. Et c'est loin d'être son seul rôle. Espace Entreprise, c'est un peu aussi une pépinière dans laquelle s'épanouissent des entreprises. Effectivement, le rôle d'Espace Entreprise ne s'arrête pas au montage de dossiers. Espace Entreprise est d'ailleurs une structure qui a été créée il y a facilement 25 ans, donc par la ville de Sarreguemines, dans un premier temps, et a été transférée à la communauté d'agglomération au moment de la transformation du district en agglo, tout simplement pour des problèmes de compétences, puisque la compétence revenait à la communauté d'agglomération à ce moment-là. Le cœur de métier, je dirais, d'Espace Entreprise est d'accueillir des créateurs, de jeunes créateurs d'entreprises, jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais qui se lancent dans une affaire et qui sont très souvent gênés par les tracasseries administratives ou de comptabilité. Donc Espace Entreprise met à disposition des locaux pour leur permettre de travailler sur leur cœur de métier, et ils sont soutenus par des services administratifs ou de comptabilité pour leur permettre donc progressivement de voler de leurs propres ailes et d'aller s'installer, par exemple, sur une zone d'activité de la CASC. Bon, s'ils s'installent ailleurs, ce n'est pas bien grave, l'activité existe toujours, mais bon, l'idée est celle-ci au départ. Donc voilà vraiment le cœur de métier d'Espace Entreprise. Entre-temps, il y a une autre mission qui a été confiée notamment au directeur d'Espace Entreprise, c'est de créer le lien entre les entreprises du territoire et la communauté d'agglomération. Donc c'est un travail au quotidien, donc il s'agit de cultiver ce relationnel pour pouvoir détecter une demande particulière à un endroit ou à un autre et apporter le soutien qu'il faut. Donc voilà, Espace Entreprise. Et quant à l'aspect pépinière, eh bien ça tombe bien, on en a un exemple ce soir. Christian Guindon, Sarplast Industrie, a démarré à Espace Entreprise. Effectivement, il y a 25 ans, donc ça devait être au tout début de la création de l'espace entreprise. Sarplast a vu le jour à l'instigation de Gilles Lang, qui a piloté l'entreprise jusqu'en 2012, année durant laquelle j'ai repris l'entreprise. Et donc ça fait maintenant 11 ans que je suis aux manettes de l'entreprise. Donc il y a eu beaucoup d'eau sous les ponts, il y a eu beaucoup de réalisations, de belles réalisations faites. Aujourd'hui, Sarplast Industrie, c'est 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est une centaine d'emplois en incluant les intérimaires. Et c'est aussi toutes les certifications qualité, environnementale et RSE demandées par les grands donneurs d'ordre qui sont nos clients. Donc beaucoup de progrès et de réalisations ont été faites et ça continue puisque on doit toujours aller de l'avant. La CASC doit toujours aller de l'avant et les entreprises aussi. C'est ça notre ADN. Et il y a effectivement toute une dynamique au sein des entreprises installées sur le territoire de la communauté d'agglomération, développement, extension, nouvelles orientations, et bien tour d'horizon en images de ce qui s'est passé dans les entreprises. Continental poursuit ses investissements avec un nouveau hall de stockage et des machines destinées à produire des pneus à haute valeur ajoutée. Le développement durable reste une priorité avec l'installation de panneaux solaires
une nouvelle chaudière et la production de pneus à partir de matériaux durables ou recyclés. Enfin, Continental déploie des initiatives novatrices en digitalisation avec le projet TN-CGMS, soutenu par le plan France Relance et AI Proficient, financé par l'Union européenne. FICO Filtration, l'entreprise spécialisée dans le développement, la production et la distribution de filtres, compte aujourd'hui 15 salariés. Elle a récemment construit un nouveau bâtiment d'exploitation de 1400 m². L'Ubatex Group, distributeur de batteries à l'international, est en pleine expansion. La société va s'agrandir et prévoit un doublement de sa surface avec une extension de 2850 m². Elle compte 36 personnes sur Sarreguemines. Kimmel Transport va construire un nouveau bâtiment d'exploitation de 12 000 m². Elle emploie actuellement 80 personnes à Sarreguemines et 400 dans le groupe. Prince va prochainement construire un bâtiment d'activité de 900 m². La société est spécialisée dans la chape liquide et traditionnelle, le carrelage, le revêtement de sol, en distribution et pose. Ineos prévoit la fabrication de 15 000 véhicules pour 2023 et 30 000 pour 2024. Ineos accélère également en matière de recrutement pour porter l'effectif à 1600 personnes. Le Grenadier est aujourd'hui disponible dans 31 pays et sera distribué dès fin 2023 aux États-Unis. Le véhicule rencontre d'ores et déjà du succès, notamment auprès des agriculteurs, viticulteurs, pour de l'utilisation forestière ou montagne, et des négociations sont en cours au niveau institutionnel, dans le domaine militaire ou pour les secours. Ineos a également développé une version pick-up nommée Quartermaster, une version électrique verra le jour en 2026. Une page se tournera avec l'arrêt de la production de la Smart en mars 2024. Le site continuera cependant à produire des planchers avant pour Mercedes jusqu'à 2027. SDAA est distributeur exclusif d'arbres magiques désodorisants. Elle entame la construction d'un bâtiment d'exploitation de 800 m², dont 165 m² de bureaux et 635 m² de hall. Vent est spécialisée dans la fabrication d'outils abrasifs et de polissage. La société compte 3 collaborateurs. Elle va faire construire un bâtiment d'exploitation de 400 m², dont 50 m² de bureaux et 350 m² de hall. Rens, le fabricant de boîtes aux lettres, vient de réaliser une extension de 600 m² de ses locaux basés à Woeswiller. La société est toujours avant-gardiste dans la conception de boîtes aux lettres connectées et des click and collect. CER Vogelgesang, déjà installé sur la ZA de Woeswiller, va construire un nouveau bâtiment d'exploitation de 500 m² au sein de son complexe d'auto-école. Elle a parallèlement acquis un autre terrain de 2 hectares sur cette même zone pour réaliser une piste d'évolution poids lourd et une zone d'évolution poids lourd, ainsi qu'un bâtiment de 800 m². La structure compte 13 salariés. Toussaint est un distributeur de solutions d'hygiène pour les professionnels. Ses locaux actuels de 5650 m² ont fait l'objet d'une extension de 2520 m², comprenant dépôt et showroom. Desgreen est une entreprise de paysage spécialisée dans l'entretien des sols sportifs type sol, foot ou encore rugby, mais aussi dans l'activité paysagère classique chez les particuliers, les professionnels et les collectivités. La société est en train de construire un bâtiment d'exploitation de 600 m², dont 80 m² de bureaux. Chaîne de l'Est vient d'acquérir un bâtiment d'exploitation de 1600 m² et des bureaux showroom de 400 m², autrefois exploités par le groupe Humeur. La société spécialisée dans la fabrication de parquets en chêne emploie aujourd'hui 90 salariés à Woeswiller. L'unité technique territoriale du département a rénové 2 bâtiments d'exploitation de 5000 et 1000 m². L'UTT a pour mission d'entretenir les routes et les bâtiments du département, d'assurer la signalisation horizontale, d'entretenir des dispositifs incendie, d'effectuer des réparations mécaniques. Le site accueille également les bureaux du siège de l'unité technique départementale.
NPLog est spécialisée en transport, location d'engins et en conseil de stratégie logistique. La société a construit des locaux d'exploitation à Roulin, comprenant 150 m² de bureaux et 350 m² de hall. Elle a aussi de nouveaux projets sur la zone de Roulin. Malézieux, la société experte en assainissement, va s'installer sur la ZA de Roulin et y construire un dépôt pour camions et matériel d'exploitation. Est Industrie, spécialisée en chaudière industrielle et en équipement sous pression, vient d'acquérir un terrain d'1,3 hectare comprenant un bâtiment et projette d'en construire un second sur ce même terrain. La société compte aujourd'hui 250 personnes. Le site Ineos Polymère à Sarralbe, comportant des activités classées Cveso Seuil Haut, fait l'objet d'un plan de prévention des risques technologiques PPRT. La société Ineos Polymère s'est donc engagée dans une stratégie ambitieuse de réduction des risques à la source en menant un large programme de travaux pour un montant de plus de 36 millions d'euros. L'État, la région Grand Est, le département de la Moselle, ainsi que la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence ont été amenés à cofinancer ces travaux d'envergure. Ces travaux ont été réalisés dans les délais impartis en respectant le budget initial. Des entreprises qui s'implantent et qui se développent, ça crée une belle dynamique, c'est important pour le territoire, ça crée aussi des opportunités d'emploi. Roland Roth, est-ce que c'est un élément moteur pour l'agglo ? Certainement, je pense que c'est l'objectif à atteindre. Donc la création d'emplois, des emplois différents. Je crois que c'est important. La diversité, il faut la cultiver également. Mais l'emploi en lui-même me semble une notion essentielle, même si de nos jours on parle plutôt d'essoufflement de la valeur travail. Je n'y crois pas trop, et j'espère que j'ai raison. Donc notre objectif est toujours le même, la création d'emplois, c'est ce que nous faisons depuis des années, avec un certain succès, puisque nous sommes quand même actuellement à un taux de chômage qui est de l'ordre de 6%, ce qui est un taux relativement faible par rapport à d'autres secteurs, mais il y a encore de la marge, il y a de quoi faire, et nous avons fermement l'intention d'y arriver. Donc voilà, la notion de travail pour nous reste essentielle. Je crois que le travail crée aussi l'équilibre dans les foyers, dans notre société. On a besoin de travailler. Et ces entreprises qui s'implantent et qui se développent sur le territoire de l'agglo, Marc Zingrave, c'est important aussi à l'échelle de la région. Oui, mais je crois que le principe est le même, c'est l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est d'abord l'équilibre, la recherche d'un équilibre. Et sous le contrôle de Franck, je pense que la région se pose la question de cet équilibre. Il faut une réponse en termes de développement économique pour tous les territoires, mais de manière pertinente, et puis pour que tout le monde participe à la transition que nous voulons. Donc répartir ces efforts sur le territoire, c'est important. C'est important aussi au niveau micro, parce qu'on pourrait dire la même chose sur notre communauté d'agglo. D'ailleurs, ce qu'on a vu à l'écran tout à l'heure nous rappelle qu'on n'a pas qu'une ou deux ou trois zones, on en a un certain nombre, et que justement, on parlait d'espace entreprise. Je pense qu'un des éléments importants, c'est que Espace Entreprise, et Nicolas Gris et toute son équipe, dont je salue le travail également, eh bien, c'est de veiller à l'équilibre de l'aménagement de notre territoire, pour que cet effort, cette participation à la question de la transition et au développement économique, bien sûr, eh bien, soit l'affaire de tous sur un territoire. Alors, ces entreprises qui se développent, je me tourne vers vous, Christian Guindon. Sarplast Industrie s'est agrandi récemment. Est-ce qu'il y a d'autres projets prévus ? Donc effectivement, aujourd'hui, en termes de construction, nous avons 9000 m² de bâtiments. J'ai fait 2 vagues d'extension en 2017 et 2020. Là, maintenant, dans l'immédiat, l'objectif, c'est plus d'investir dans les machines et dans les équipements et dans les processus d'automatisation.
on en a encore sous le pied. Et on a un gros projet sur lequel on travaille actuellement et qui va aboutir en février-mars l'année prochaine, qui est le démarrage du nouveau Renault Master, sur lequel nous avons une part de chiffre d'affaires de l'ordre de 5 millions d'euros et qui va nous apporter un nouvel élan dans le développement de l'entreprise. Et vous, John Mokry, est-ce que vous pouvez dévoiler un petit peu les prochains projets de Continental? Est-ce qu'on a le droit de tout savoir? Tout savoir, peut-être pas. Par contre, vous avez pu le voir en introduction sur la vidéo, on a un certain nombre de projets actuellement en cours, mais l'objectif numéro 1 d'une entreprise comme Continental, c'est d'abord d'assurer la pérennité du site. Comment? Alors, on a plusieurs réponses. D'abord, en termes de qualité au niveau du groupe et en termes d'efficience, c'est-à-dire la productivité, on a pour objectif de rester sur le podium au sein de l'ensemble du groupe Continental, de tous les sites au niveau mondial dans la division pneumatique. C'est aussi l'introduction de nouveaux pneumatiques. On introduit un certain nombre de références par an. Vous l'avez pu le voir sur la vidéo. On a débuté la production de pneumatiques issus de matières recyclées. Et ces pneumatiques ont notamment équipé les véhicules du Tour de France qui sont équipés par Continental. Voilà, on équipe les véhicules du Tour de France, mais aussi un certain nombre d'équipes cyclistes. L'autre aspect, c'est la production de pneus à haute valeur ajoutée pour apporter de la valeur ajoutée au groupe. Ces pneus sont souvent des pneus de grosse taille ou aussi d'autres gammes de pneumatiques, comme les pneus nordiques, dont on a débuté la production cette année également. Dans ce contexte économique particulier, on voit que la complexité, c'est-à-dire le nombre de références, les tailles de lots, vont à la baisse. C'est lié au véhicule. Chacun aujourd'hui, quand il choisit un véhicule, il a tendance à choisir un certain nombre d'options et puis derrière découlent différents types de pneumatiques pour le véhicule. Cela amène à réduire notamment nos capacités de stockage, d'où l'extension qui a été évoquée ici. Ça va commencer prochainement, j'espère d'ici 1 ou 2 mois, mais on est en train de préparer la construction de 6000 m² de capacité de stockage, justement pour pouvoir stocker 100% de nos pneumatiques sur le site de Sarreguemines. 100% des pneumatiques fabriqués à Sarreguemines seront stockés sur site pour être livrés chez nos clients. Donc le site Continental continue d'investir, continue d'embaucher. On parle d'environ 60 embauches par an et on continue bien sûr de former notre personnel, mais aussi former des jeunes, une 60aine d'alternants par an. Et c'est peut-être le fruit du hasard, mais le chiffre 60 est important pour nous et spécialement pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, Continental va fêter son 60e anniversaire à Sarreguemines. Et l'an prochain, Jean-Jacob Boomvikers, on est bien d'accord, l'an prochain, dans cette vidéo des actualités des entreprises, on verra les images du début du chantier au Le Solis. Je l'espère. C'est ce qu'on espère de tout notre cœur. On travaille d'arrache-pied avec mes équipes pour y arriver, et avec bien sûr les équipes de la Casque et de la région. Jean-Jacob Boomvikers, quel est le regard que vous portez sur la toute prochaine implantation de Weerts, qui sera votre voisin ? Alors, je constate que M. Weerts est d'origine belge, que moi je suis d'origine néerlandaise, et avec son accent, je sais qu'on va parler flamand ensemble. Donc, une première part, j'en suis très heureux. Deuxièmement, je pense qu'il a fait une bonne décision. Il a pris une bonne décision. Je pense qu'il a eu le même soutien que nous avons eu de la part de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. Et nous avons, en notre arrivée ici, ressenti un immense accueil et de faire partie d'un voisinage aussi bien au niveau de la population locale, mais également un voisinage au niveau des entreprises qui sont nos voisins. Et je serai un bon voisin vis-à-vis de la société Weerts et nous aurons toujours besoin de stockage, donc je pense qu'il peut déjà imaginer qu'il aura un premier client. Voilà. Roland Roth, Weerts, est-ce que c'est une implantation particulière à vos yeux ? Je ne sais pas si elle est particulière, mais bon,
où je suis allé voir, bien entendu, au siège de cette entreprise pour constater le travail qui est fait, la qualité de ce travail et je dirais aussi les méthodes d'organisation qui nous ont été présentées. Donc, il s'agit effectivement d'une entreprise familiale comme nous en connaissons d'ailleurs chez nous sur le territoire également, hein, et de bonnes entreprises. Je peux peut-être relever une volonté particulière de mettre en place un équipement éco-compatible. Donc ils sont très à cheval sur le respect de la partie environnementale et je suis convaincu que l'intégration de leur projet sera parfait sur le site qui est prévu pour eux. On va pouvoir procéder alors à la remise de prix, le grand prix d'honneur de la casque. Je vais vous demander les deux présidents de la région et de l'agglo de me rejoindre pour la remise de prix. Et les lauréats vont pouvoir nous rejoindre. Vous allez les découvrir en vidéo. BH, deux lettres qui s'imposent depuis bientôt 30 ans comme une référence dans le domaine de l'électricité générale. À l'origine de la société, un homme, Jean-Paul Brard, et un rêve de gosse. Le fait de créer une entreprise, c'était un rêve d'enfant. À 15 ans, je disais à 50 ans, j'aurais une entreprise avec 50 salariés et je ferais vivre 50 personnes. Et c'est ainsi que BH Électricité voit le jour en avril 1996. J'ai commencé d'abord tout seul. Et vers les mois de juillet, août, j'ai embauché un premier, puis un deuxième salarié. Et on travaillait à l'époque essentiellement sur des chantiers de rénovation d'usines, enfin d'aménagement d'usines en Allemagne. On travaille un peu dans tous les domaines de l'électricité, de la simple installation domestique à des installations dans des usines, de l'alarme intrusion, de la vidéosurveillance, enfin on travaille vraiment dans tous les domaines. La dernière activité qu'on a développée, c'est les réceptions télé, antennes télé, SAT et télédistribution. On a toujours essayé de baser l'évolution, le développement de l'entreprise sur la connaissance, sur les avancées technologiques. BH Électricité compte environ 300 clients réguliers, en majorité des professionnels. Dans notre clientèle habituelle, on a un peu tous les secteurs administratifs de la région. Après, on a des magasins comme Intermarché, des restaurants. Et après, ce sont des clients institutionnels qui ont des interventions à faire ou sur appel d'offres comme Aéroville. C'est vraiment très, très, très diversifié. En 2008, la société connaît un pic de croissance avec le développement de l'énergie photovoltaïque. C'est encore aujourd'hui une grande partie de son activité. On fait vraiment l'ensemble de la prestation, de l'étude de faisabilité jusqu'à la réalisation et tout en autonome. On n'a aucune sous-traitance et rien dans ce domaine. Sans vouloir être prétentieux, je pense qu'on est quand même l'entreprise dans ce domaine la plus performante. Chaque année, les équipes mènent une centaine de chantiers d'installation de panneaux photovoltaïques. Lorsqu'on demande à Jean-Paul ce qui fait la réputation de BH Électricité, il souligne l'efficacité de ses techniciens. On a eu traditionnellement toujours des équipes de dépannage qui étaient capables de réagir sur n'importe quelle situation avec un délai maximum d'intervention pour le particulier de 24 à 48 heures et pour les professionnels dans la demi-journée. BH Électricité, c'est 27 collaborateurs, dont une quinzaine d'opérateurs de terrain, qui interviennent généralement sur un rayon d'environ 60 km. Dépannage, maintenance, automatisme, éclairage public, climatisation, réseau informatique, domotique, les domaines d'expertise se multiplient au fil des ans en suivant le cours des innovations technologiques. L'électricité est un secteur florissant et qui offre à l'entreprise un avenir serein. Et l'avenir, c'est Nicolas, le fils de Jean-Paul, qui le tient désormais entre ses mains
lui qui travaille dans l'entreprise de son père depuis 2015. J'ai eu la chance depuis mon plus jeune âge de suivre les traces de mon père, de participer à la vie de l'entreprise. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est déjà de continuer dans les traces de mon père, donc de persévérer dans la formation des jeunes apprentis et d'être sur les métiers de niche tels qu'aujourd'hui les énergies renouvelables et donc le photovoltaïque qui avec les coûts des énergies est quelque chose de très important aujourd'hui. Alors Jean-Paul et Nicolas, si vous voulez bien nous rejoindre sur scène, et je crois que vous pouvez les applaudir. Alors il y a un diplôme qui va vous être remis, peut-être par le président de l'Aglo. Messieurs, bras. Donc, j'ai le grand plaisir de vous remettre ce soir, sous la forme de ce diplôme, le Grand Prix d'honneur 2023 de notre communauté d'agglomération. C'est un jury qui a fait le choix, que j'ai le plaisir de présider. Ce jury a choisi une entreprise bien connue dans le secteur de Sarreguemines, bien connu pour son savoir-faire, son dynamisme, et qui a réussi à prendre le virage de la transition énergétique, puisque quand on suit votre évolution, on se rend compte que vous vous êtes spécialisé progressivement dans des outils qui, aujourd'hui, finalement, charment le public, les pompes à chaleur notamment, et puis, pour finir, le photovoltaïque. Alors, il faudra patienter un peu avant de pouvoir acheter vos panneaux sur le site de Hambach, mais bon, ça arrivera, j'en suis convaincu. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne continuation dans votre activité et je vous propose de les applaudir une nouvelle fois. Et puis, Président Leroy, oui, allez-y, vous pouvez remettre... Attention, c'est fragile, ça casse, c'est du vrai. Félicitations. Merci. Le secteur électrique est un secteur qui va croître fortement dans les années qui viennent, puisque la transition écologique nous impose de quitter les énergies fossiles et les usages électriques sont de plus en plus courants, sans faire de jeu de mots. Et on va avoir besoin de professionnels aguerris pour contribuer à cette transition écologique. Je vois que vous en êtes... faites partie de ces professionnels aujourd'hui, donc je vous félicite évidemment. Et puis effectivement, avec la production de panneaux photovoltaïques 100% européens à 2 pas de chez vous, je pense que ça va aussi booster la demande énormément. Donc soyez attentifs à ce décollage spectaculaire que vous allez très certainement connaître en la matière. En tout cas, je suis très heureux de vous remettre ce trophée et de vous féliciter tous les deux. C'est en plus une belle réussite d'avoir le père et le fils qui sont, j'en suis sûr, très fiers l'un et l'autre d'être accompagnés pour l'un du père, pour l'autre du fils. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Donc, je remercie M. Leroy et M. Roth pour ces prix. Je remercie l'ensemble de nos clients, dont beaucoup sont dans la salle. Parce que, comme dit, en gros, nous comptons 350, 360 clients qui ont eu appel à nous au moins une fois par an sur les 3 dernières années. Donc je pense que c'est un chiffre important et qui montre qu'effectivement, on a su s'implanter et être là pour les gens qui ont besoin de nous. Au niveau du développement de l'entreprise, effectivement, après maintenant 28 ans, ça a été un plaisir
de développer chaque activité l'une après l'autre, aussi bien le photovoltaïque qui était une passion pour moi depuis 1999, j'ai fait la première installation, donc ça date de longtemps avant que tout le monde s'y intéresse. En 2006, on a vraiment commencé à travailler un peu dans le photovoltaïque un peu plus régulièrement. Et naturellement, le gros boom en 2008, 2010, 2012. Et depuis, on a toujours gardé le nez dedans en essayant de se tenir au courant des nouvelles technologies, des avancées technologiques et de suivre le mouvement sans se laisser emporter par l'engouement de tout ce système, en restant raisonnable dans ce qu'on faisait et en maîtrisant l'ensemble de la filière de l'étude jusqu'à l'installation et la mise en service des systèmes qu'on pose. Donc, le développement, comme dit, a toujours été beaucoup basé sur la formation. De mémoire, on a formé dans les 150 apprentis. Depuis, on a commencé en 98, je crois, le premier apprenti. 150 apprentis formés depuis 98. On est rentré dans différentes technologies. La dernière qui a été développée en dehors des réceptions SAT, enfin tout ce qui est réception télé et des choses comme ça, c'est aussi la climatisation et les pompes à chaleur qui était un des dadas à Nicolas. Donc on a continuellement été à l'écoute de nos clients. Essayer de garder un service constant et présent et de se former pour rester dans ce que nos clients attendaient de nous. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer notre entreprise. Et j'imagine très bien, sans aucun problème, que Nicolas va continuer tout ça, parce qu'il a pris un peu, pour des raisons un peu particulières, il a pris ça à pied levé, bien qu'il était déjà bien dans l'entreprise. Mais il s'y est engagé à fond et la manière dont il s'y investit, il ne peut que réussir. Bravo encore. Merci aussi à tous les intervenants, à tous les participants à cette table ronde. Je vais vous proposer de regagner vos places, de vous mettre au premier rang. On a démarré cette soirée avec un discours d'introduction du président de la communauté d'Aglo. On va terminer avec un discours de clôture du président de la région. Monsieur Leroy, le pupitre est à vous. Monsieur le Président, cher Roland, je te salue à nouveau. Je voudrais saluer Marc qui, à ses côtés, travaille sur le développement économique en tant que vice-président. Je voudrais saluer Vincent, votre député, Catherine, votre sénatrice. Je voudrais saluer également Joël, Fabienne et l'ensemble des élus présents ce soir pour ce bel événement. Il n'est pas si fréquent que ça sur les territoires de célébrer ce lien entre le monde de l'économie et le monde des élus. Il se trouve que l'un et l'autre ont besoin l'un de l'autre précisément. On ne peut pas faire du développement économique dans un territoire si on n'a pas des élus qui sont en capacité d'anticiper ce développement, de planifier ce développement à travers une politique foncière souvent audacieuse, en tout cas c'est le cas ici, et c'est ce qui permet derrière à des entreprises ou des entreprises du secteur ou des investisseurs extérieurs de venir sur un territoire. Et le travail qui a été fait ici est d'autant plus remarquable qu'il a permis de faire de cette partie de la Lorraine, de cette partie de la Moselle, de cette partie du Grand Est, sans doute l'un des territoires les plus dynamiques ces dernières années. Et je pense qu'on le doit très largement, mais c'était souligné par les uns par les autres, au travail de cette communauté d'agglomération qui a su, j'allais dire, prendre des risques, être audacieuse, voire peut-être un peu plus loin que les autres et anticiper dans sa politique foncière de manière à avoir du foncier prêt à l'emploi, ce qui est aujourd'hui une clé absolument essentielle pour le développement économique. Et ces efforts sont d'autant plus méritoires que la période que nous vivons est une période troublée, c'est le moins qu'on puisse dire. On a enchaîné depuis 2020 des crises sanitaires, crise énergétique,
des crises géopolitiques majeures, et que, au moment où certains élus parfois se disent l'avenir est incertain, soyons prudents, mettons la pédale sur le frein, on a des élus ici qui sont en capacité d'anticiper, de prendre un véritable risque, persuadés des atouts qu'ils ont. Et ces atouts, c'est évidemment ces zones d'activité, ce foncier disponible, cette situation transfrontalière tout à fait particulière, l'existence de voies de communication qui sont aujourd'hui indispensables pour le développement de l'industrie, et aussi cette ambition qui est de vouloir aller chercher ces gigafactories qui sont, j'allais dire, un phénomène qui contribue évidemment au phénomène de réindustrialisation de l'Europe, mais également aux nécessités de la transition écologique. Donc bravo à toute l'équipe, bravo à Roland, bravo à Marc, bravo à toutes celles et ceux qui sont autour d'eux, bravo à tous les élus de cette communauté pour cette audace et cette volonté d'aller de l'avant, si vous me permettez cette expression. Je le disais à l'instant, on est confronté aujourd'hui à une succession de crises qu'on n'a probablement jamais rencontrées. En tout cas, peut-être que la seule référence qu'on pourrait avoir, c'est la reconstruction au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tant l'effort que nous avons à faire est important. On vivait sur un rythme de développement économique globalement assez soutenu, et puis les premiers prémices, les premiers signes de la crise sont apparus. On a eu brutalement, évidemment, ce phénomène en 2020 de crise sanitaire, mais derrière apparaissait déjà la nécessité de faire évoluer notre monde économique, mais plus globalement notre société. Le réchauffement climatique, on y assiste depuis un certain nombre d'années. C'était à bas bruit au début, aujourd'hui c'est plus net, et aujourd'hui on constate partout des désordres climatiques importants. Les constats ont été faits, je ne vais pas les refaire devant vous. On sait qu'aujourd'hui, la production de CO2 est responsable très largement de la production des gaz à effet de serre, dans une très large mesure, et qu'il nous faut donc changer de modèle. Changer de modèle, ce n'est pas facile quand on s'est, depuis un siècle et demi, 2 siècles, habitué au charbon, au gaz, au pétrole. Et ce gaz, ce pétrole, ce charbon nous servent à produire, évidemment, via l'énergie, faire de l'industrie, mais sont présents dans nos vêtements, sont présents dans nos intérieurs, sont présents dans nos voitures. Et il va falloir apprendre à s'en séparer. Et pour ce faire, c'est une véritable révolution économique que nous devons faire, une véritable révolution sociétale, parce que pas un secteur de notre société ne sera pas impacté par ces changements. Et il va nous falloir apprendre aussi à être sobre. On a vécu dans une société, on vit encore dans une société où malheureusement le gaspillage est aussi l'une des conséquences du modèle économique qui est le nôtre. Songez que entre 25% et 30% de la production alimentaire que nous fabriquons, que nous faisons pousser, est perdue en route parce qu'on ne sait pas optimiser ou le système de logistique ne le sait pas le faire, ou les exigences du marché qui veut qu'on ait des pommes, des tomates calibrées, fait qu'on jette celles qui ont une forme un peu bizarre. C'est une forme de gaspillage. On a dans notre environnement immédiat énormément de passoires thermiques, et qui dit passoire thermique dit gaspillage d'énergie. On consomme de l'eau à outrance, et c'est probablement beaucoup trop. On n'a pas su dans notre pays anticiper la rareté de l'eau que l'on voit arriver avec le changement climatique. Et quand on sait que dans certains pays, 90% des eaux usées est recyclée pour pouvoir être réutilisée, chez nous, on gaspille énormément d'eau et on pourrait être beaucoup plus sobre. Puis j'évoquais tout à l'heure la sobriété foncière qui sera demain une règle. Donc demain, c'est un monde un peu plus sobre et c'est là que la technologie arrive, c'est là que l'industrie nous permet d'être beaucoup plus efficace demain, c'est là que l'industrie nous permet demain de produire une énergie propre, alors que jusqu'ici, l'énergie qu'on consommait, on allait la chercher en Russie, on allait la chercher au Moyen-Orient, on était dépendant énergétiquement, et la magie des énergies renouvelables, et Holosolis va en apporter une démonstration, c'est qu'on va être capable demain, sur ce territoire, de produire les matériels, en l'occurrence les panneaux photovoltaïques, qui permettront non seulement à ce territoire, mais à l'Europe entière, de bénéficier d'une énergie produite ici, sur place. C'est donc une forme de reconquête, une forme d'indépendance et d'autonomie que nous retrouvons, et ça offre évidemment des opportunités formidables en termes d'emploi, en termes de développement économique, autour d'Holosolis, autour des entreprises qui vont s'installer sur cette zone. Apparaîtront des sous-traitants nécessairement, mais surtout au moment où notre jeunesse cherche une vocation professionnelle peut-être un peu différente, cherche à donner un sens à son engagement professionnel, on a là la possibilité sur un territoire comme celui-ci de vendre aux jeunes générations la perspective de contribuer à cette transformation écologique de notre société
en allant travailler chez Holosolis, en allant travailler chez BH Électricité, puisque j'allais dire, les uns ont besoin les uns des autres, puisqu'il faut des fabricants, il faut des installateurs, il faut des concepteurs d'installation. Demain, on saura consommer moins, parce que travailler dans l'électricité, ce n'est pas forcément travailler dans la consommation électrique au sens consommer toujours plus, c'est aussi des systèmes qui permettent d'économiser de manière plus judicieuse et de plus rationnelle l'électricité. Et ça, c'est une partie du développement économique de demain. Je pourrais citer un autre exemple en Moselle, le secteur de Saint-Avold, où là aussi, une reconversion était nécessaire, où là aussi, on a un territoire qui a acheté un terrain qui avait fait l'objet d'une cessation d'activité d'entreprise. Il fallait dépolluer ce terrain, ça a été fait, et ça nous a permis, avec ce territoire de Saint-Avold, d'aller chercher le numéro 1 mondial demain du recyclage du plastique, c'est-à-dire de faire en sorte que le plastique qui existe dans notre existence et qui est un plastique d'origine fossile puisse être réutilisé à l'infini. Là aussi, c'est 300 créations d'emplois, 450 millions d'euros d'investissement. Et avec Carbios, un autre projet qui se situe en Meurthe-et-Moselle, c'est l'assurance d'être demain le leader européen du recyclage du plastique, un recyclage éternel, puisque le système employé par l'usine, l'entreprise Loop, qui est une entreprise canadienne, qui vient avec un allié coréen du Sud et un allié français, Suez, va nous permettre demain de disposer d'atouts, là aussi en Moselle, pour pouvoir répondre aux besoins de l'économie de demain, l'économie circulaire, l'économie qui repose sur un système énergétique propre, et une économie qui va nous permettre finalement d'aller à la reconquête de l'industrialisation de la France, qui était une nécessité, la reconquête de l'industrialisation de l'Europe d'une manière générale, pour être moins dépendant des pays lointains. On a longtemps pensé qu'on pouvait finalement se passer d'industrie, qu'on pouvait, nous, avoir des emplois de service, et puis d'envoyer l'industrie en Asie ou ailleurs. On se rend compte que cette vision du monde était une vision erronée, et il faut aller à la reconquête de notre économie à travers ces exemples. Je ne vais pas être plus long, je pourrais vous en parler pendant encore un grand moment, mais je crois que comme moi, vous avez la gorge sèche et que vous aspirez peut-être à manger ou à partager quelques cocktails ou quelques gourmandises. En tout cas, je voudrais vous dire que c'est avec un immense plaisir que j'étais parmi vous ce soir. Je voudrais dire à Roland et à toutes ses équipes qu'on est évidemment à leur entière disposition. Derrière Holosolis, il y a encore d'autres projets qui peuvent naître. Il y a des problématiques de formation, on sera aux côtés de l'entreprise évidemment, parce que 1700 emplois à créer, il ne s'agit pas d'aller les piquer chez les voisins, le risque peut exister. Il s'agit de former des jeunes, il s'agit de permettre la reconversion d'un certain nombre de salariés. On sait que le secteur automobile, j'étais hier midi avec Luc Châtel, qui est le président de la plateforme automobile, qu'on va assister dans le secteur automobile à des changements importants. Ces changements vont être conséquents, puisque très certainement le parc automobile va changer assez fondamentalement d'ici 2035, d'ici 2040. Ça veut dire qu'on sait très bien que le véhicule électrique a besoin de moins de main-d'œuvre qu'un véhicule thermique. Il va falloir anticiper ces changements, faire de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour faire en sorte qu'on a pu s'assurer la reconversion de certains techniciens d'un métier à un autre. Ça aussi, c'est un travail que la région devra faire avec les autorités de l'État qui nous accompagnent sur ce genre de projet, avec également les autorités académiques s'agissant des nouvelles filières de formation qu'il va falloir développer sur ce territoire, sur les territoires voisins, pour faire en sorte que vous ayez demain, vous en tant qu'entrepreneur, et quel que soit votre secteur d'activité, des jeunes qui puissent, au sortir de leurs études, s'orienter vers vos entreprises pour vous accompagner dans votre développement. Voilà, merci en tout cas beaucoup pour cette soirée. Merci pour l'optimisme qu'on sent dans l'esprit des uns et des autres. On a tendance à considérer que quand on écoute les chaînes de télévision, on a envie de prendre une corde et de se pendre, parce que 90% des informations qu'on a sur les chaînes d'infos, ce sont des informations toujours négatives. Alors il y a des choses qui vont mal dans notre pays, il y a des choses qui vont mal dans le monde, mais il y a aussi des entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, sans eux, sans la confiance qu'ils ont à l'avenir, je ne sais pas ce que serait notre société, mais elle ne serait pas grand-chose. Donc je voudrais vous saluer toutes et tous en vos grades et qualités, quels que soient les secteurs dans lesquels vous entreprenez. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. Nous avons, nous élus régionaux, beaucoup d'admiration pour ce que vous faites. On a besoin de vous et vous avez besoin de sentir que la région est à vos côtés, que la CASC est à vos côtés, que l'État est à vos côtés, et l'État sait faire dans un certain nombre de domaines, même s'il y a quelques lourdeurs parfois. Et je pense que nous devons porter ce regard optimiste, confiant vers l'avenir. D'abord parce que c'est le meilleur moyen de préparer cet avenir. On n'avance pas vers l'avenir en regardant dans le rétroviseur comme le font certains.
On le fait avec détermination parce qu'on est persuadé que ce pays, que cette région, que ce département, que cette communauté d'agglomération ont un avenir, ont de la ressource, et que si on arrive à travailler ensemble, si on arrive à se parler, si on arrive à travailler ensemble de manière constructive, on réservera aux générations futures un avenir plutôt sympathique. Merci beaucoup. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Avec Chauffage d'Orkel, misez sur une entreprise locale, forte de 30 ans d'expérience, fiable et présente pour assurer la maintenance dans la durée. Panneaux photovoltaïques solaires, pompes à chaleur, chaudières pellet, au gaz ou au bois, nous nous occupons des dossiers d'aide et de rénovation globale. N'hésitez pas, demandez votre devis chez Chauffage d'Orkel. Le CFA BTP de Montigny-lès-Metz propose des formations dans tous les métiers du bâtiment et des travaux publics. Du CAP au métier d'ingénieur, trouvez la formation qui vous convient. Pour plus d'informations, visitez notre site web. L'Agglo ajuste et améliore sans cesse le nombre de ses bornes ainsi que la fréquence de leur vidage. Mais surtout, ne jetez pas de sacs pleins ni de cartons pliés car cela fait perdre beaucoup de place dans les bornes. Quand les bornes sont pleines, il ne faut surtout pas laisser vos déchets au sol parce que comme vous le voyez, les véhicules ne sont pas équipés pour récupérer les sachets individuels. En plus, ça incite les gens à faire la même chose. Lorsqu'une borne est pleine, nous vous conseillons de vous diriger vers une autre borne. Afin de connaître les emplacements les plus proches, vous pouvez utiliser l'application mobile du SIDEM, la SIDEM App. Vous pouvez également communiquer l'information à l'Agglo en téléphonant au numéro vert inscrit sur toutes les bornes. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ?